Bonjour Bernard Lugan, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Ça n'a pas une mince affaire que de vous rejoindre. Dans les monts du Forêt. Dans les monts du Forêt. Loin de l'ennemi, mais terre d'empire, hein. Je ne suis pas dans le royaume de France. Germanique alors. Absolument, l'Europe. Oui, et la France la France fait partie de l'Europe. Moi, je suis un homme blanc, européen, d'origine française. Très bien. Écoutez, ça tombe bien cette conversation un peu improvisée d'entrée de jeu, parce que je pensais que l'africaniste, l'amoureux, peut-être un peu fatigué, on verra en quoi, de l'Afrique, ne peut pas ne pas aimer la géographie. Et il y a beaucoup de géographie autour de vous, je dois dire. Nous sommes ici donc dans le Forêt. Votre nom, pour autant, n'est pas du coin, comme on dit. Je suis un nom du Rouergue. Du Rouergue. D'un village qui s'appelle Lugan, dans le Rouergue. Et ma famille l'a quitté au moment des guerres de religion. Votre famille huguenote. Huguenote. Et non pas protestant. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Le protestant, c'est le côté plaintif et géniard. Nous, les Huguenots, nous donnons des coups de sable. Nous sommes du côté de ceux qui font plutôt les bouchers que les veaux, vous voyez ce que je veux dire. Parce que le Rouergue a été une zone de fracture pendant les guerres de religion. Une zone de fracture, on s'est énormément battu. Et ma famille donc était du côté huguenot, et ma famille est partie à ce moment-là de ce village qui s'appelait Lugan, et ma famille a éclaté en plusieurs lieux. Dans quelle époque alors? Nous sommes au XVIe, enfin, bon, dire, 16e. Et une partie de ma famille est partie en Prusse, est restée en Prusse. Ils ont fait souche en Prusse, d'ailleurs dans l'armée, mais bon, je n'ai pas de lien avec eux. Hein, ce sont des... Et l'autre partie de la famille est partie en Suisse et est revenue en France. Autrement, elle serait restée en Suisse, et je serais aujourd'hui peut-être banquier, prospère, et ventripotent. Prospère et ventripotent, ça ne vous va pas très bien. Et ma famille est revenue ensuite en France. Et pourtant, et a fait une carrière militaire. Pour autant, vous n'êtes né ni dans le Rouergue, ni dans le Forêt, vous êtes né assez loin, à Meknès. Bon, absolument. Pas n'importe quel Maroc. Ah non, le vrai Maroc, le Maroc de l'intérieur, le Maroc du bled. Le Maroc de Michel Joubert. Le Maroc de Michel Joubert. Michel Joubert le père de Michel Joubert était un ami de mes parents, et tout enfant, je me souviens allant dans la propriété qui était près de la rivière des Grenades, sous les ruines de Volubilis, donc j'ai des vieux souvenirs d'enfance. Sous le protectorat français, votre père était militaire, vous disiez? Alors mon père a été militaire, mais il a quitté, dans la Royale, il est dans la Marine, et il a quitté en 1945. Comme il le disait, tous les amiraux qu'il respectait étaient en prison et tous les voleurs avaient pris leur place. Donc il a quitté. On aperçoit une petite tonalité. Il a donc quitté la marine à ce moment-là, et il s'est installé comme avocat au Maroc. Meknès était une ville de garnison très importante, c'était la plus grosse garnison du Maroc. Il y avait 6 ou 7 régiments à Meknès. Parce qu'elle était centrale peut-être, c'est ça? Pardon? Parce que c'était central. C'était central. C'était central, c'était le contact avec la montagne berbère qui n'était pas loin. Donc c'était une ville de garnison, donc c'était une ville qui a été assez calme. Les événements ont eu lieu après l'indépendance. Il y a eu ces événements de Meknès au mois d'octobre 1956. Vous nous racontiez ça tout à l'heure quand nous sommes arrivés, je ne sais plus à quel propos. Ça vous a un peu traumatisé? Vous avez non, je n'ai pas été traumatisé, ça m'a marqué. Ça ne m'a pas traumatisé, il n'y a pas eu de trauma. Non, ça m'a marqué. Alors racontez-nous un peu, parce que c'est assez frappant. Oh, écoutez, c'est simple, j'étais 56 donc. Oui, en 1956. Oui, j'étais en 6e, j'étais chez les oratoriens dans le bled, à Meknès-Plaisance, et à 8h du matin, au cours de latin, mon grand-père rentre, mon grand-père qui était un ancien combattant de Verdun, le garde 14 mutilé, etc., et qui parlait l'arabe comme une mosquée, il parlait couramment l'arabe, et tous les matins, il descendait en Médina, se promenait, et là, ces vieux copains arabes, c'est pas bon, il se passe des choses, c'est pas bon. Donc d'instinct, au lieu de rentrer à la maison, il prend sa voiture et il vient mon collège, et j'étais en cours de latin, il rentre en cours de latin, il me fait signe de venir, je pars,
Et le curé, qui était mon prof, là, me regarde. Je l'ai retrouvé dans l'avion évacué 3 jours après, quand il était sur une civière sous perfusion, parce qu'il avait été blessé lors des événements. Et mon grand-père m'a ramené en ville à Meknès. Nous sommes rentrés vers 10h du matin, à peu près. Et à 1h de l'après-midi, l'émeute a commencé avec le massacre. Il y a eu un très gros massacre qui a duré jusqu'à peu près 5h30 de l'après-midi. Des dizaines d'Européens oui, il y a des dizaines d'Européens qui ont eux. été massacrés. C'était après l'indépendance. Meknès, ville de garnison, évidemment, les queues plates qui sont au ministère à Paris interdisent à l'armée d'intervenir. Et finalement, c'est un commandant de légion qui prend l'initiative avec ses hommes d'intervenir à 5h30 de l'après-midi. Du coup, ensuite, l'ordre a été donné d'intervenir et l'ordre a été rétabli. Alors, nous avons été sauvés, je dois dire, assez... C'était juste. Et alors, mon oncle, qui lui était officier des affaires indigènes, contrôleur civil, était en pleine Médina avec ses goumiers, et il a tenu 2 jours. Ils ont été dégagés par les tirailleurs sénégalais. Alors vous aviez 10 ans, vous m'avez repris tout à l'heure, ce n'est pas traumatisant, mais c'est marquant. Ça vous a beaucoup marqué pour la suite de votre vie? Ça m'a marqué, mais si vous voulez... Ça a un peu déterminé votre regard sur l'Afrique? Non, parce que, si vous voulez, on vivait dans une autre époque. Bon, nous, les enfants et les femmes ont été évacués sur Casablanca, et certains d'entre nous ensuite sur la France, mais 15 jours après, nous étions de retour. À l'époque, il n'y avait pas comment on dit, des assistances psychologiques. De cellules psychologiques, d'assistance psychologique. Pas des cellules de grisement, mais des cellules psychologiques. Ça n'existait pas, on a repris la vie normale. Bon, mais quand même, 2 ou 3 ans plus tard, votre famille part à Paris. Ah oui, alors ensuite, bon, mon père décide de quitter le Maroc et il s'installe comme avocat à Paris où il va faire une très très belle carrière. Et moi, je vais rester avec mes grands-parents. Je vais rester pendant 2 ans à peu près avec mes grands-parents qui liquident leur propriété, qui liquident les biens qu'ils avaient. Et là, j'ai eu probablement les 2 plus belles années de ma vie. Les 2 plus belles années de ma vie, avec mes grands-parents à Meknès, avec mon grand-père Broussard. C'est tout à fait intéressant. Et c'était... alors, en revanche, le traumatisme que j'ai eu, alors là, c'est un traumatisme... C'est l'arrivée à Paris. C'est l'arrivée à Paris. Parce que je sors de la vie... Là, vous avez 13 ans, 14 ans. Oui, j'arrive, je sors d'une vie de liberté extraordinaire, magnifique, comme on avait... Et je me retrouve où? Au lycée Claude Bernard, c'est-à-dire Fort Boyard, vous savez, ce lycée avec une cour au milieu. Pour moi, c'était enfermé à la prison complète. Alors, évidemment, je suis viré du lycée quelques mois après parce que j'ai donné quelques raclées à quelques camarades qui comment dirais-je, qui ne vous plaisaient pas. Donc j'ai été un très mauvais élève. Politique déjà. À l'époque, j'ai 14 ans. La politique, ça va être plus tard. C'est quand j'étais au lycée de Saint-Cloud, je commence la politique le 21 avril 61, le jour du putsch des généraux. Je ne suis pas vieux. Tous les profs gauchos de l'époque mettent le lycée en grève, et moi j'ai 15 ans, et j'organise une contre-manif de soutien au putsch aux généraux dans le lycée. Et c'est comme ça que j'ai commencé la politique. Et là, on a eu un prof qui nous a suivis, un prof d'espagnol, un type formidable, et on a mis la révolution dans le lycée. On a empêché les gauchos de tenir... J'avais 15 ans. Alors. Les gauchos et le pouvoir légitime, et notamment celui du général de Gaulle, mais j'ai pas l'impression que vous le portiez dans votre cœur, ce général, non? Nous ne sommes pas très gaullistes dans la famille. Je vois, j'ai bien compris. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup de voir aujourd'hui la droite nationale qui se réclame du général. C'est assez intéressant. Ce qui ne veut pas dire que je sois pétainiste. Moi, j'en veux beaucoup. Vous avez vu ici, vous avez le portrait de Lyautey qui est là. Oui. Moi, j'en veux beaucoup à Pétain. D'avoir remplacé salement Lyautey, en fait. Pas d'avoir remplacé, de l'avoir évincé. Et d'avoir cherché à l'humilier. Ouais. Mais Lyautey était trop grand seigneur pour être humilié. Il est parti... Lyautey ne serrait jamais la main de Pétain, et quand il le voyait, il tournait la tête. Lyautey était monarchiste, il faut le dire, et Pétain était un bon républicain, nommé par le cartel des gauches, d'ailleurs. Nommé par le cartel des gauches pour évincer Lyautey. Pour évincer Lyautey, le monarchiste. Et c'était plutôt un homme de gauche, Pétain, en fait. Et Lyautey et Pétain... Très bon républicain. Et Pétain qui va faire, pendant la guerre du Rif, le contraire de ce qu'avait prôné Lyautey. C'est-à-dire que Lyautey avait dit, moi je ne veux pas la mort d'Abdelkrim. C'est un type remarquable, ce qui est un type remarquable, Abdelkrim. Je veux qu'il vienne à nous
comme sont venus à nous les grands chefs berbères, et que je transmette ensuite son hommage au sultan. Donc et Pétain dit, vous faites de la politique, moi je fais la guerre. Donc Lyautey part, et là, vraiment il y a eu une sale guerre qui s'est passée, parce que le Rif a été noyé sous le feu. Enfin, Pétain a gagné la guerre, mais à quel prix? Résultat, le Rif est traumatisé pour des générations, et Pétain ne connaissait rien de les colonies. Pétain était un officier métropolitain, c'est un betteravier, Pétain, c'est pas un colonial. Et donc, il a fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Vous savez, quand Lyautey arrive au Maroc, Grande admiration pour Lyautey. Hein. Ah oui, ma famille était Lyautey. Vous avez vu, j'ai portrait de Lyautey un peu partout. Et ma famille était très proche de Lyautey. Ma famille a servi avec Lyautey, sous Lyautey. Et donc, quand Lyautey arrive au Maroc, Lyautey dit « Ma priorité, c'est de ne pas algérianiser le Maroc. » C'est-à-dire ne pas administrer le Maroc comme on administrait l'Algérie, pas de jacobinisme. Parce que l'Algérie est morte, l'Algérie française est morte en 1870. Oui, elle est par la République. La République, quand la République a supprimé les bureaux arabes, etc. L'alliance infernale de Crémieux et de la Vigerie porte responsabilité terrible. Je ne parle même pas du ralliement, mais c'est la Vigerie qui va inspirer la politique algérienne de Crémieux. La Vigerie, il dit, c'est très simple, il faut coloniser, et pour coloniser, il faut pouvoir racheter la terre aux tribus. Or, les tribus ne peuvent pas vendre la terre parce que cette terre est bien communale et bien tribale. Donc, il faut appliquer le droit français individuel. Et là, on va acheter aux uns et aux autres. Mais il l'écrit, je l'ai publié dans les... Et c'est lui qui va conseiller Crémieux. Ensuite, la Vigerie dit, les affaires indigènes, les officiers des affaires indigènes défendent l'indigène. Il faut les supprimer, les bureaux arabes. Il faut les supprimer, etc. Donc il va y avoir l'alliance de la Vigerie, de Crémieux et des colons qui vont tuer, si vous voulez, l'ossature de l'Algérie. Ce qui fait qu'au moment où l'indépendance, le courant nationaliste va apparaître en Algérie, il n'y aura plus d'élite. Les élites algériennes auront été broyées par la République. Tandis qu'au Maroc, la France s'en va, qui prend le pouvoir? Les élites qui étaient là avant. Depuis 1500 ans, les élites... Et résultat, le Maroc reste assez proche de nous, alors que l'Algérie... Et quand vous voyez qui sont les ministres au moment de l'indépendance, ce sont les gens des grandes familles de Fès, etc., parce qu'il n'y a pas eu de rupture. Grâce à Lyautey, il n'y a pas eu de rupture. Il faut rappeler que Lyautey était monarchiste et que les monarchistes, au fond, étaient opposés à la colonisation. Pas tous. Les orléanistes étaient pour la colonisation et les légitimistes étaient contre. Je parle des vrais monarchistes, des légitimistes. Je parle des vrais monarchistes. Brel refusait les crédits que demandait Ferry pour la colonisation. Absolument. Alors, c'est pas ça. Et d'ailleurs, pardon de vous le dire à propos de votre ami, entre 18 guillemets, le général de Gaulle, mais il est dans le camp monarchiste et il n'est pas étonnant qu'il était aussi un décolonisateur. Donc je ne comprends pas tellement votre coup de 61 pour en revenir là où nous étions partis. Non, parce que votre approbation du putsch. Non, parce qu'il du putsch, parce que c'était pas très sérieux. Non, il y a une manière de partir. Il y a une manière de partir qui est élégante. Quand les Anglais sont partis du Kenya, ils sont partis après avoir écrasé les Mao Mao. Ils les écrasent. De Gaulle voulait gagner la guerre, ce qu'il a fait, et partir ensuite avec... Avec les massacres d'Oran, avec les harkis, il est parti dans des conditions ignominieuses. Bon, De Gaulle, c'est une montagne, on pourrait en parler sans fin. D'ailleurs, on en parlera sans fin, cher Bernard Lugan. Ce qui m'intéresse beaucoup, plutôt que des choses qu'on a beaucoup dites et redites, etc., c'est vous qui êtes plus neuf. Alors, en 61, vous commencez très jeune, enfin à 15 ans. J'ai 15 ans. Vous commencez à vous frotter à la politique, et ça va croître et embellir, ce prurite. Arrêtez. Croître et embellir, je ne sais pas, mais effectivement... Enfin, en 68, vous êtes très engagé. Alors, je me retrouve d'abord, je ne suis pas à l'Action française, pour commencer, je suis à la FEN, Fédération des étudiants nationalistes, et puis mon chef est arrêté pour l'OS, il est mis en prison, donc je me retrouve orphelin politique et j'ai un petit groupe. J'ai mon petit groupe à Saint-Cloud et là, j'entre en contact avec l'Action française. Et je vais rentrer donc en 64, 65 et je vais militer jusqu'à mon départ en Afrique, jusqu'à la scission, disons, de 71 à l'Action française, où je vais effectivement
avoir un rôle militant. Parce que finalement, je suis pas tellement un intellectuel. Moi, je suis beaucoup plus un homme d'action qu'un intellectuel. Vous aimez faire le coup de poing. Ah oui. J'ai beaucoup aimé faire. J'ai beaucoup aimé. Et oui, disons-le franchement. Oui. Ah ben, je vous en prie, c'est tout à votre honneur. Au milieu d'une génération mollassonne, j'ai bien aimé. Je préfère ça. Et bon, voilà. Et j'ai été le patron des commissaires d'Action française. Nous avons recréé les Camelots du Roi et en 70. Qui dirigeait l'Action française? C'était Maurice Pugeot ou Pierre Pugeot? C'est Pierre Pugeot. Pierre déjà, Pierre Juel, c'est Pierre Juel, le patron. Pierre Juel, oui. Homme remarquable, Pierre Juel. Remarquable, ancien chef Camelot d'avant-guerre, un homme... J'ai eu peu d'hommes dans la vie avec lesquels vraiment j'étais en totale osmose, avec lesquels auxquels je pouvais obéir sans poser de questions. Pierre Juel était de cela. Vous savez que la tradition de coup de poing des Camelots du Roi, des jeunes royalistes, n'a pas cessé. Ils continuent assez vaillamment à porter la canne. Je les suis de près. Là. Ils sont les jeunes. Voilà, donc le quartier latin, mai 68, j'étais à Nanterre. J'étais responsable de l'Action française à Nanterre. Vous imaginez le contexte. Un autre foyer, c'est le cœur un foyer très intéressant. Le cœur de l'ouragan. Ah oui, tout à fait. Alors nous étions avec Buisson, avec Gallo, avec toute cette équipe. Ensuite, vous avez connu personnellement Patrick Buisson, bien sûr. Nous étions étudiants ensemble. Oui. Nous étions en histoire tous les deux. Alors, même année. Vous avez choisi l'histoire après avoir hésité ou non? J'ai vu l'histoire. J'ai commencé à Assas. J'ai commencé en faisant du droit à Assas. Mon père voulait que je prenne sa suite, son cabinet d'avocat. Et moi, je ne voulais pas. Alors donc, j'ai fait de l'histoire. Et puis, en fait, je me suis destiné à l'armée coloniale au XVIIIe, l'armée française coloniale. J'avais un sujet de thèse avec le grand Corvisier, professeur Corvisier, qui m'avait donné en sujet de thèse de doctorat d'État le soldat français colonial au XVIIIe, parce que lui avait fait sa thèse sur le soldat français au XVIIIe. Et lui voulait que je fasse ce soldat colonial. Et puis les hasards de la vie ont fait que je suis parti en Afrique. Et donc là... vous passez un peu vite, on va reprendre notre conversation dans un deuxième épisode. Mais vous êtes passé un petit peu vite sur les années 68, 70, 71. Vous voulez que je raconte des histoires? Je voudrais. Ah bah, écoutez, elles sont toutes à votre honneur. Oui, ça. Je dois dire qu'on a donné plus de coups qu'on en a reçus. Oui. Vous aviez une équipe de... 70. 70. Oui, j'étais en 70 gaillards. C'était pas des danseuses, hein? Pardon? C'était pas des danseuses, hein? C'était pas des danseuses à claquettes, non. Nous avions une séance de boxe française d'entraînement par semaine. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce groupe, voyez-vous ce groupe, eh bien, lorsque nous avons arrêté, ce groupe est rentré dans la vie active. À la différence de nos camarades d'Occident, qui, eux, pour les responsables, sont partis dans la vie politique. Longuet, Madelin, Devedjian, etc. C'était nos camarades, hein, comme on disait. Eux sont partis dans la vie politique. Chez nous, personne. Personne. Nous sommes tous partis dans la vie active. Mais ils ont fait carrière. Eh bien, nous avons donné un amiral, 3 généraux, des directeurs, des gros directeurs d'entreprise, des chirurgiens connus, des journalistes connus, plusieurs universitaires, que des gens qui ont des avocats connus et 2 mercenaires. Et qui était... Non, je ne dirais pas de nom. Non, mais je demande au contraire le nom de vos victimes. Pas le nom, mais qui étaient vos victimes? J'ai tous les mouvements gauchistes, aussi qui avaient pris la Ligue communiste, les maoïstes... Pris possession du quartier latin. Non, parce qu'ils étaient plus nombreux que nous. C'est-à-dire que nous n'avons jamais tenu le quartier latin. Oui, eux avaient pris possession. Eux avaient possession et nous attaquions. Et nous étions dans la position de la razzia. Nous étions dans la position des gens qui... Les coups de main. Les coups de main. Des coups de main. On était 70, ils étaient des centaines, ils étaient des milliers. Donc, si nous avons tenu Assas. Et c'était vous le chef de la bande? Oui, de ce groupe-là. Oui, de ce groupe-là. Avec les camarades d'Occident, on a tenu Assas. Et ensuite, après mai 68, quand Ordre Nouveau s'est créé plus tard, et nous, avec notre groupe, nous avons participé aux bagarres d'Ordre Nouveau, et nous étions bien entendu en première ligne au Palais des Sports le jour de la fameuse grande, énorme, colossale bagarre du Palais des Sports. Il n'y a pas eu de mort, c'est curieux, parce que c'était violent, on se demande comment il n'y a pas eu de mort. On se demande parce que c'était très violent. C'était une période violente. J'ai écrit tout cela dans un livre qui s'appelle Mai 68 vu d'en face. Livre très amusant, je dois dire, très intéressant, plus qu'amusant. Et je raconte
que nous nous battions tout le temps. Je raconte un jour, nous avons enchaîné 6 bagarres dans la journée. 6 bagarres dans la journée. On commençait distribution dans un lycée le matin avec une bagarre, restaurant universitaire à midi, Sciences Po l'après-midi, place de l'Odéon, et le soir, la gare Saint-Lazare. 6 bagarres. Et les études? Ah ben non. Alors là, je vais vous dire quelque chose d'horrible. Dites-moi. Les gens ne vont pas me croire. Allons-y. J'étais très très mauvais étudiant. On ne vous croit pas, vous lisiez beaucoup. J'ai travaillé uniquement sur mon acquis. C'est-à-dire que la formation que j'ai eue à l'Action française, la formation historique, belle école, la formation littéraire à l'Action française. Qu'est-ce que c'était vos lectures, par exemple? Nos lectures, Barès. Non, tout. C'est-à-dire que nous avions des cercles d'études et nous étudions à la fois l'histoire, la géopolitique, etc. Ce qui fait que quand vous étiez en fac d'histoire, vous étiez au courant déjà de toute la période contemporaine. On comprenait tout, un peu la lecture sur la grille de Maurras, non? Et puis à l'époque, ce qu'il y avait de génial à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas le contrôle continu. Le contrôle continu, c'est un truc pour les nuls. À l'époque, on se battait, on faisait la fête toute l'année. Et on se mettait à travailler. Et 15 jours avant, la citerne de café, et on travaillait jour et nuit, et on passait les examens. Vous avez des difficultés à vous acclimater à Paris lorsque vous êtes arrivé à 14 ans, mais vous y êtes arrivé très bien, vous avez aimé ces années-là. Moi, je m'acclimate assez facilement. J'ai une nature heureuse, et comment dirais-je, je suis un bon camarade, donc j'ai toujours eu des bons camarades avec moi, et j'ai toujours eu cette faculté qui me permettait vraiment d'être bien dans tous les milieux. Vous savez, ça c'est le propre du réactionnaire. Le vrai réactionnaire est bien dans tous les milieux. Il est aussi bien avec les paysans. L'homme de droite, tout simplement. Il est beaucoup mieux avec les uns et les autres que l'homme de gauche est enfermé dans sa tribu. Absolument. Ça, c'est sûr. Et puis il est complexé. Nous sommes très ouverts, nous hommes. Nous autres, hommes de droite. Nous, véritables hommes de droite, nous sommes... Alors, et pourtant, ces années parisiennes que vous avez tant aimées, vous les abandonnez. Et on verra dans notre prochaine conversation que vous partez vers de tous autres horizons. Merci beaucoup, Bernard Lugon.